Bonjour, je vous propose quelques compléments portant sur le cours de l'initiation au logiciel statistique sur R, qui porte sur le chapitre 2, les objets. Alors, pour commencer, donc, je vous recommande d'effectuer donc un copier-coller des instructions R qui vous sont données donc sur l'espace de cours. Ok, vous faites un copier-coller en direction de RStudio, un script de RStudio dans lequel en fait vous mettez donc, toutes les commandes qui ont été utilisées afin donc d'exécuter ligne par ligne les codes qui vous sont donnés. Donc pour commencer, je souhaiterais revenir donc sur la fonction setWD qui permet de définir l'environnement de travail. Donc il faut savoir en fait que dans cette leçon, nous allons télécharger un certain nombre de jeux de données qui sont inclus dans ce répertoire de travail. D'accord? Et plutôt que de systématiquement à dire que je veux charger donc un fichier de données qui se trouve dans ce répertoire, donc dès le départ de ma session, je définis avec l'instruction setWD que je me place donc dans ce répertoire de travail. Et lorsque je vais importer un jeu de données ou sourcer donc des instructions R, et bien automatiquement, en fait, R va chercher dans ce répertoire, ici, il va chercher donc le fichier que je lui indique. Donc en fait, c'est assez pratique d'utiliser dès le départ l'instruction setWD. Donc la fonction source, elle permet donc de charger tout le contenu d'un fichier qui contient du code R. Ok. Donc ici, le fichier données.txt contenait un certain nombre de codes, et lorsque je l'ai exécuté, on voit apparaître dans le workspace donc deux objets qui ont été créés, dont le premier est un jeu de données qui est décrit donc dans le chapitre 1 du cours. Et lorsque je double-clique dessus, ici donc j'observe en fait dans un tabulaire les différentes observations qui constituent ce jeu de données. Donc ici on a un intérêt de RStudio. Ensuite, j'aimerais revenir donc sur ce qui caractérise le mode et la classe d'un objet. Donc l'exemple qui est donné dans le cours avec une série temporelle me semble plutôt approprié, dans la mesure où une série temporelle, c'est donc à la base en fait une série statistique qui comprend des données numériques. Donc d'un point de vue informatique, ce qui nous intéresse ici, c'est l'aspect numérique. Donc ici, j'ai défini x, un vecteur de numérique. Donc, en fait, le mode de cet objet, c'est du numérique, c'est-à-dire on sait que informatiquement, on va stocker donc des valeurs numériques. Ensuite, une série temporelle, c'est donc ce sont des observations qui sont datées. Et donc R me permet de créer une série temporelle avec la fonction ts. Et j'indique donc comme argument donc, le vecteur donc, de valeur numérique, mais je dis également le début, j'indique le début la date t0 en fait, et ensuite la périodicité observée. Donc frequency égale 4, en fait, ce sont des observations trimestrielles, et 12, vous verrez que c'est du mensuel. Donc ici, j'apporte, en plus du fait que j'observe des valeurs numériques, une information statistique, à savoir que ce que j'observe, en fait, c'est une série temporelle. Et donc, même si finalement le mode donc, de ma série, l'objet que je viens de créer, ça reste du numérique, puisque en fait, on stocke des arguments numériques. Par contre, ma classe d'objet, elle est passée donc, avant classe de x, c'était du numérique. On est passé donc à un objet de classe TS, c'est-à-dire série temporelle. Donc voilà, en gros, si vous voulez, j'aurais pu prendre l'exemple aussi de fichiers spatiaux. Ben, il faut savoir en fait qu'on peut importer sur R donc des cartes. Donc une carte en fait ce sont des polygones, ce sont des informations sur les unités spatiales. Et en fait, pour créer donc un objet donc, qui contient toutes ces informations, on va utiliser en fait la classe S4
Donc je vous en parle un moment dans le cours. Mais en fait, c'est juste une liste un peu plus compliquée, un peu plus complexe. Mais en gros, on utilise donc la nature informatique qui est donc la classe S4. Et après, donc, on va définir un objet donc Special Polygons Data Frame pour dire que en fait, l'objet qu'on traite, il contient des polygones et également des jeux de données. Voilà. Ensuite, je voudrais revenir sur la notion de factor. Donc, enfin, un facteur se définit avec la fonction factor. Et donc, en fait, à quoi ça sert? Donc, au départ, un facteur, on peut l'assimiler à une chaîne de caractères. Donc, par exemple, ici, je définis donc, une variable donc, qualitative par une chaîne de caractères qui prend les valeurs moyen, petit et grand. Donc si je laisse mon objet x avec une chaîne de caractères, l'inconvénient de cette procédure, c'est que si par exemple je décide de faire des modifications sur le premier élément de ce vecteur et que je souhaite utiliser une nouvelle modalité, énorme, et ceci me redéfinit mon vecteur x avec x1 égale énorme. Maintenant, je définis un facteur. Ok. En fait, l'avantage d'utiliser le facteur, c'est que ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire utiliser donc une nouvelle modalité pour définir un élément donc, de mon vecteur, x.equal, je ne peux plus le faire. Parce que dès le départ, je définis donc une variable qualitative et je dis elle prend ses modalités parmi petit, moyen, grand. De même, avec l'option labels, ce qui est important de voir, c'est que cela me permet en fait de trier mes observations, mes modalités, du moment que je travaille sur une variable qualitative ordinale, c'est-à-dire où les modalités donc, sont ordonnées, ou une variable quantitative discrète, mais par défaut, ce sera le cas, ce sera ordonné. Donc ensuite, ben, l'avantage, lorsque les modalités sont ordonnées, eh bien, on voit bien que lorsque je représente un tableau de fréquence absolue, eh bien, cela me crée, cela me conserve en fait les différentes modalités triées. Voilà. Donc ensuite, je voulais revenir sur la fonction apply qu'on utilise lorsqu'on travaille sur des matrices. Donc c'est a priori la fonction apply, c'est donc un concept nouveau pour les personnes donc, qui étaient sur qui travaillent sur d'autres logiciels. Mais donc là, par exemple, je définis donc la matrice note, en fait, qui contient donc pour trois matières, V1, V2, V3, les notes de 5 étudiants. Bon. Maintenant, la fonction apply me permet par exemple de savoir apply. Donc, premier argument, c'est le nom de mon objet, note. Second argument, 1 si je veux faire un calcul par individu, ou 2 si je veux faire un calcul par colonne. Là, je veux calculer la moyenne de chaque personne. Et 3, la fonction. Ok. Donc là, j'ai calculé la moyenne par personne sur ces trois matières. De la même façon, si je veux calculer la moyenne par matière, je remplace le 1 par le 2. Donc en fait, apply, en gros, ça permet de faire quoi? Ça permet de remplacer les notions de boucle. Donc pour les personnes qui ont vu d'autres logiciels, par exemple, lorsque on veut calculer donc, une moyenne sur les individus, donc je fais une boucle de 1 pour 1 allant jusqu'à 5, puisque j'ai 5 individus. Et ici, je veux print, donc afficher le résultat de la moyenne que j'applique donc sur l'objet note. Et le i, je vais le faire varier donc sur les individus. Voilà. Donc, en fait, l'avantage de apply, c'est qu'il permet d'éviter d'utiliser les boucles dans ce cas-là. Ensuite, il y avait quelque chose donc, sur lequel je voulais revenir aussi, c'était sur la comparaison donc, de variables. Par exemple, donc ici, je demande quelles sont les observations x qui prend une valeur inférieure à 3. Donc bon, ici je rappelle, x, bon, c'était pas bon.
je l'avais changé. Et supposons ici, donc voilà, on va dire je crée x égale donc un vecteur d'une loi normale gaussienne 0, 1 et je veux sans observation. Et je veux savoir quels sont les x qui sont supérieurs à 0. Donc ça me répond true ou false en fonction donc que j'ai une valeur supérieure à 0. Et maintenant, supposons que je veuille deux conditions. Je voudrais quelles sont les observations qui sont supérieures à 1,96 et également les observations qui sont inférieures à moins 1,96. Donc pour faire cela, j'utilise en fait ici la condition et, d'accord, et en fait, a priori, on voit que si je fais un summary de ma variable x, ok, normalement, j'ai au moins une observation, le max, qui devrait être ok. Donc, bon, là le problème il est où? C'est que je fais une condition et, donc je veux une variable qui soit x à la fois supérieure à 2 et inférieure à moins 2. Donc c'est soit l'un ou l'autre en fait. Donc c'est là où je me suis trompé. C'est donc les deux critères, c'est et ou. Et le ou, en fait, c'est la flèche qui est au niveau de la touche 6. Et là, on voit effectivement qu'il y a des trous qui correspondent certainement à le max ici, des valeurs supérieures à 1,96. Voilà. Ensuite, donc, pour le data frame, ce qui concerne le data frame, donc dans le cours, c'est assez bien détaillé, quels sont les outils que vous pouvez utiliser pour agréger les données, ou pour calculer donc des moyennes en fonction donc d'une variable qualitative en utilisant la fonction by. Et enfin, donc, pour conclure, en fait, je voudrais revenir sur le fait, donc, à quoi ça sert d'utiliser la fonction save.image. Donc, ça sert, en fait, ici, au cours de cette session, on a créé les objets qui sont affichés dans le workspace. Et si je veux sauvegarder uniquement donc, ces objets, eh bien, il me suffit de faire save image. Et donc, ceci va me créer, donc, dans mon répertoire de travail, donc mon répertoire de travail ici, il s'appelle code R. Moi aussi ici, voilà, donc ça a créé en fait le fichier objet.rdata. Et lorsque j'ouvrirai une nouvelle session, je n'aurai plus qu'à, donc, pour récupérer tous ces objets, faire load de objet.rdata. Voilà donc pour les compléments de ce chapitre sur les objets. Et en ce qui concerne donc l'importation de jeux de données, donc on a vu qu'il était possible d'importer des jeux de données qui viennent d'autres logiciels. En fait, la plupart du temps, vous verrez que les jeux de données arrivent sous des formats essentiellement Excel. Et dans notre cas, on utilisera le format .csv essentiellement donc pour importer des jeux de données sur R. Voilà pour les compléments.